Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente Sud Radio, vos animaux et vous. Et ma première invitée ce matin dans Vos animaux est une grande amoureuse des chiens. Bonjour Maud Lafont. Bonjour Natacha. Merci beaucoup Maud d'être avec nous ce matin. Maud, vous êtes vétérinaire et vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle Ma Bible des chiens aux éditions Le Duc Pratique. Cet ouvrage est extrêmement complet. On apprend énormément de choses sur les différentes races de chiens, sur l'histoire même de la domestication des chiens. Peut-être déjà pouvons-nous commencer par cela, Maud. D'où vient le chien domestique ? Alors c'est assez controversé, il y a plusieurs théories pour expliquer la domestication. Le chien a priori descend du loup, ça c'est à peu près sûr. Après il y a eu des divergences, on sépare entre les chiens des régions de l'Est, les chiens des régions de l'Ouest. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, le chien est le compagnon ou l'auxiliaire de l'homme depuis très très longtemps. Et alors, comment en est-on arrivé de ce chien, de cet animal sauvage qui est devenu domestique à des races avec des standards très précis, des physiques très différents, des tempéraments très différents et finalement des fonctionnalités auprès de l'homme qui sont extrêmement différentes? C'est clair, en fait, il y a pas tout à fait, mais presque 400 races de chiens reconnues par l'instance internationale du chien de race. Et tout ça s'est fait avec la sélection artificielle par l'homme. C'est-à-dire qu'en croisant un mâle et une femelle qui présentaient telles caractéristiques, on a fini par obtenir toutes ces races très très variées, parce que le chien, c'est l'espèce qui présente la plus grande diversité morphologique. Quand on voit un chihuahua, un dog allemand, un Leonberg, on passe vraiment d'un extrême à l'autre, effectivement. D'un extrême à l'autre. Et tout ça, c'est l'homme, en fait, qui a opéré ça en croisant les individus entre eux, à la base, dans une optique utilitaire. Le chien, il a été sélectionné pour ses aptitudes. Donc, pour garder des troupeaux, pour défendre des habitations, pour l'accompagner aussi. Et ensuite, la sélection s'est affinée sur l'esthétique, on va dire, en essayant de fixer des caractères morphologiques pour avoir une race homogène. Alors j'imagine que cette sélection opérée par les hommes a des conséquences vraiment fortes, justement, notamment sur les tempéraments des chiens, puisqu'on a été sélectionné tel ou tel type de caractère en fonction de ce qu'on attendait de l'utilisation du chien. Exactement. En fait, les chiens ont à la base des fonctions. Donc, c'est vrai que les chiens de berger, ils ont été sélectionnés pour conduire des troupeaux, les chiens de garde pour garder des habitations, et ça reste ancré dans leur caractère, même si après on a pu atténuer certains traits, certains chiens, par exemple l'agressivité de certaines races comme les molosses, comme le fila, qui étaient des chiens vraiment de défense. Avec la sélection, on a pu atténuer ça, et maintenant à peu près tous les chiens peuvent être, ils sont d'ailleurs utilisés pour la compagnie, sauf cas particuliers. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est intrinsèque, et ces aptitudes, elles restent en eux et c'est difficile de les gommer complètement. Alors dans votre ouvrage Maud, la Bible des chiens, on apprend vraiment beaucoup de choses et peut-être des choses qui vont surprendre nos auditeurs. Moi, j'ai découvert par exemple que le Shar-Pei n'est pas celui qu'on croit. En effet, le Shar-Pei qui est tout mignon avec ses plis et qui a d'ailleurs été très à la mode à la fin des années 80 pour son physique, à la base, c'est un chien qui a été façonné pour être doué dans les combats de chiens. C'est-à-dire que les plis, c'était fait pour que l'adversaire, quand il morde les plis, mais il ne morde pas une zone vitale. Donc les yeux très enfoncés, c'est pareil, pour qu'il ne soit pas attaqué, abîmé lors des combats. Donc c'est vrai qu'à la base, le Shar-Pei n'était pas la petite peluche que les gens ont souhaité adopter ensuite, quoi. Et pourtant, le Shar-Pei aujourd'hui a plutôt un caractère pacifique. Oui, complètement. Et là encore, c'est le fait de la sélection, c'est-à-dire que les éleveurs, voyant que le chien était prisé pour la compagnie, ont sélectionné les individus les plus adaptables à cette fonction, les plus affectueux, les plus calmes. Et c'est vrai que maintenant, le Shar-Pei est un parfait chien de compagnie. Alors, quelle race pour quel maître de chien? C'est la question qu'on va se poser ensemble ce matin, Maud Lafont. C'est important parce que finalement, en fonction de qui on est, en fonction de la manière dont on vit, en fonction du temps dont on dispose, en fonction de son âge aussi peut-être, on ne va pas se diriger vers le même type de chien. Et
Et c'est vraiment important d'y réfléchir en amont avant de prendre un chien. Il ne faut surtout pas céder aux modes et ça, on va y revenir ensemble tout à l'heure. Mais on va déjà peut-être donner la parole à un premier auditeur qui doit peut-être lui aussi se poser cette question. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. D'où nous appelez-vous Bertrand ? De Mayenne. Et vous êtes un amoureux des chiens ? Oui, mais prudent quand même, parce que j'ai failli céder à un effet de mode. Ah, lequel ? Celui du bulldog français. Ah oui, bien sûr, ce chien tellement mignon qu'on a vu partout, dans les magazines, dans les publicités. Voilà. C'est ça qui vous a attiré finalement, c'est de le voir comme ça un peu partout avec sa bouille trop mignonne, faut bien le dire. Avec sa bouille trop mignonne, oui, tout à fait. Mais alors on m'a dit que c'était un chien qui était un véritable gouffre financier. Au niveau des frais vétérinaires, vous voulez dire ? Voilà, exactement. Parce qu'il n'a pas de système immunitaire. Il est, je veux dire, comme il a une ossature très particulière, il souffre facilement d'une hernie, je veux dire, et en termes d'entretien, il paraît que c'est un chien qui coûte, qui ne peut pas être... qui coûte un peu. Par n'importe qui, quoi. Voilà. Alors, on va demander l'avis de notre spécialiste, Maude. Déjà, Maude, peut-être pouvez-vous nous décrire le bulldog français pour que tous nos auditeurs sachent de qui on parle, parce qu'il ne faut pas le confondre avec son cousin britannique. Exactement. Alors, le bulldog français, déjà, il faut être un peu chauvin. C'est une race qui est née sur notre territoire. C'est pas si fréquent que ça. D'où c'est son nom. Un petit molosse. Hein. Voilà. C'est l'archétype du petit molosse avec une tête qu'on dit brachycéphale, c'est-à-dire qu'il a un museau un peu écrasé. Un corps compact, très musclé, hein, le bulldog français il est musclé, et c'est vrai que c'est un chien très à la mode puisqu'il figure depuis des années dans le top 10 des races les plus répandues en France. Alors le côté peur de sa santé et de fait que Bertrand estime qu'il puisse être un gouffre financier, non, faut pas aller jusque-là, parce que justement, si la sélection au départ s'est opérée sur des fonctionnalité puis sur l'esthétique, depuis quelques années, enfin de nombreuses années maintenant, elle se fixe aussi sur la santé. Et c'est vrai que les éleveurs sont très attentifs à améliorer la santé de leur production et à produire des chiens beaux, mais également en bonne santé. Et oui, ça veut dire qu'en fait, ils éliminent de la reproduction les animaux porteurs de tare, de tare au sens scientifique du terme. Hein. C'est pas un mot péjoratif. Non, de maladies héréditaires. On essaye de sélectionner les chiens les plus aptes à vivre longtemps et en bonne forme. Et alors, il est vrai que comme toutes les races, le bulldog français connaît des prédispositions raciales, ce qu'on appelle des prédispositions raciales, c'est-à-dire que du fait de la sélection qui s'est basée sur l'utilisation de certains reproducteurs majoritaires, qui a aussi utilisé la consanguinité, il faut être conscient, on a des maladies qui ont émergé dans les races. Il y en a eu chez le bulldog français, c'est un chien qui est prédisposé aux problèmes de peau, à l'atopie, c'est un chien qui peut avoir effectivement des problèmes de colonne vertébrale, avec des soudures de vertèbres, mais c'est pas systématique. Le système immunitaire du bulldog français, il n'a pas de problème, et c'est un chien qui peut tout à fait vivre normalement si on le choisit dans un bon élevage et si on est attentif à surveiller sa santé. Il ne faut pas oublier que depuis les années 2000, on a la chance de posséder maintenant de pouvoir avoir un recours à des assurances santé animale qui facilitent grandement la tâche des propriétaires et qui surtout leur simplifient la vie. C'est-à-dire que ces assurances, elles prennent en charge, sous conditions selon les contrats, les maladies, les accidents, et on est beaucoup plus serein, je pense, quand on est titulaire d'une assurance. Bon, écoutez Bertrand, vous allez craquer alors ? Peut-être. Voilà, vous voilà rassuré. En connaissance de cause. Bertrand a raison. Il faut toujours se renseigner et adopter un chien ou acheter un chien de façon responsable. Oui, et puis c'est important aussi d'anticiper justement des frais vétérinaires potentiels. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la race du chien, hein, tous les chiens peuvent avoir à un moment donné de leur vie des soucis de santé. Donc quand on se lance dans l'acquisition d'un animal, on doit prendre ça en compte pour être capable de l'assumer jusqu'à la fin de ses jours. Exactement. Donc bravo Bertrand pour cette réflexion que vous avez menée, mais peut-être que Maude Lafont vous aura fait un petit peu changer d'avis et que vous allez opter pour le bulldog français d'ici quelques temps. Merci en tout cas pour votre appel.
C'est pas exclu. Bonne journée à vous. On vous embrasse, Bertrand. Au revoir. C'est intéressant, Maud, ce que vient de nous dire Bertrand, et finalement, on comprend aussi tout l'intérêt de s'adresser à des professionnels pour faire l'acquisition d'un chien de race si on choisit de prendre un chiot. Je rappelle quand même néanmoins que même en refuge, vous pouvez trouver des chiens de race qui vous attendent vraiment avec beaucoup d'impatience. Mais si on souhaite prendre un chiot, il faut se tourner vers des professionnels. Dites-moi, Maud, qu'est-ce qu'on entend derrière vous? C'est ma colombe. Ah, très bien. On la salue. À longueur de journée. On la salue. Alors, comment on trouve un professionnel sérieux? Alors déjà, en France, il y a une instance officielle. Si on veut un chien de race, parce qu'il faut quand même pas non plus oublier qu'il y a plein de chiens de race croisée, de bâtards qui sont adorables. J'en ai moi-même et ils sont formidables. Donc il faut pas non plus oublier ces chiens-là, qui sont les plus nombreux d'ailleurs en France. Mais si on craque sur une race donnée, le mieux c'est de se tourner vers le club qui la gère. Donc en France, on a des clubs de race. Et comment on le trouve? Sur Internet, tout simplement? On le trouve sur Internet, sur le site de la Société Centrale Canine. On tape Société Centrale Canine, on va tomber dessus et sur chaque race, on renvoie vers le club qui s'en occupe, qui liste en général des éleveurs sérieux, qui remplissent des chartes éditées par chaque club, qui liste aussi la liste des chiots disponibles en fonction des régions. Donc Et quels sont les critères qu'il faut regarder quand on a trouvé un éleveur sur ce site? Est-ce qu'il y a des critères importants à regarder? Alors déjà, une fois qu'on a bien vérifié que la race était faite pour nous, c'est-à-dire que c'est un chien sédentaire si on vit en appartement, c'est pas un chien qui a besoin de courir 15 heures par jour si on n'a pas 15 heures par jour à lui donner. Une fois qu'on s'est bien renseigné sur les caractéristiques de chaque race et qu'on a craqué sur un chien particulier, le mieux, c'est d'aller voir un ou plusieurs éleveurs, donc on aura trouvé avec le club éventuellement ou avec des gens qui connaissent cette race, et de passer du temps avec eux, de voir les reproducteurs, de se familiariser. Et les éleveurs sont d'accord, ils vous envoient pas bouler si vous leur demandez de vous consacrer un peu de temps. Non, un éleveur sérieux, il va prendre justement, il va être au contraire plutôt flatté de ça, et il prendra le temps nécessaire pour vérifier que le chiot va être placé dans une bonne famille et que les personnes sont capables de l'accueillir dans les conditions les plus adéquates. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, c'est de se renseigner avant, c'est d'aller en voir, c'est l'achat coup de cœur, on prend le bien temps. Démontré, c'est toujours dangereux. Bien sûr. Donc oui, prendre le temps. On repart et obtenir l'adhésion de toute la famille, ça c'est important. Effectivement. Pour que tout le monde soit d'accord pour accueillir le chien, quoi. On repart au standard puisque nous avons un autre auditeur qui souhaite peut-être vous poser des questions, Maud. Il s'agit de Jean. Bonjour Jean. Bonjour Natacha, et merci pour vos émissions de bonne qualité à vous et à votre équipe et à Sud Radio. Eh bien, je transmets notamment à Maxime qui travaille avec moi tous les samedis matins, qui est le réalisateur. Si vous me donnez une adresse, j'enverrai une petite gâterie, on verra bien. D'accord, merci beaucoup pour Jean. Le chien, pour Natacha et Maxime. Voilà. Vous êtes gentil. D'où nous appelez-vous Jean avec ce joli accent chantant? Moi, je vous appelle du Gers et notamment du Bas-Armagnac. Très bien. C'est vous qui me rappelez. Très belle région, Jean. Oui, c'est vrai, on est gâté par le Bas-Armagnac. Oui, le Gers, c'est une bonne chose, on va dire. Voilà. On vous écoute sur votre question. Eh bien, ma question, moi, je vais vous dire, j'ai eu une bosseronne que j'avais achetée à l'époque en 2000, qui est morte en 2012 d'un accident. Mais si vous voulez, je l'avais récupérée chez un agriculteur qui avait le couple et je l'avais acheté. Donc elle avait eu 8 petits, la maman. Voilà, je l'avais acheté je l'avais eu quand elle avait 8 semaines. Voilà, donc on a élevé cet animal de bonne qualité. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense aussi que quand on a un animal comme ça, il faut s'en occuper. Il faut surtout éviter de le laisser longtemps seul. Je n'ai plus d'ailleurs d'animal parce que je ne suis pas toujours chez moi par rapport à mon métier. Je bouge beaucoup. Et si vous voulez, j'ai plus voulu d'animal malheureusement. Je regrette beaucoup, mais parce que des fois je partais 15 jours et que la bête n'était pas heureuse quand je partais. Elle me le montrait, voilà. Elle savait à sa manière à me montrer qu'elle était vexée de mon départ. Voilà.
Et elle me le montrait au retour. Elle me prenait la main gentiment, d'un air de dire, avec sa mâchoire. Elle ne serrait pas, mais elle me disait, bon, tu n'as pas été sympa avec moi, voilà, c'est tout. Et je pense que les animaux, je dirais que c'est un peu comme les humains. En fonction de leur maître, ils ont un comportement différent. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais à signaler là-dessus. Eh bien, voilà. Merci Jean pour ce témoignage. Et vous avez raison de nous rappeler à quel point il est important de comprendre qu'il s'agit d'un engagement quand on prend un animal, et il faut être en mesure de remplir totalement cet engagement. Ah, mais ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Il y en a plein qui prennent ça comme un jouet, mais c'est pas un jouet, un animal. Non. N'importe que ce soit un cheval, comme peut avoir Brigitte Lahaye ou d'autres comme ça, ou un chien ou d'autres choses, si vous voulez. C'est tout. Même un cochon. J'ai une cliente qui a un cochon comme animal de compagnie, qui est hyper sympa, et si vous voulez. Et il me connaît, parce que ce cochon a 5 ans maintenant, et elle a ça comme si elle avait un chien. Mais on ne peut pas s'imaginer à quel point les cochons sont des animaux extrêmement intelligents, proches de l'homme, et très très propres, contrairement à ce qu'on croit. Quand j'y vais, elle lui dit d'être sage et de s'asseoir, il s'assied, il se met sur les fesses, il ne bouge plus. Il attend. Il reste 2 heures, il peut rester 2 heures à attendre assis sur le site. C'est impressionnant. J'ai vu ça, j'ai découvert ça il y a 5 ans quand elle a eu cet animal. C'est impressionnant. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup Jean, puis on attend vos petites gâteries alors. Oui, il faut me donner un moyen. Vous dites à la personne du standard qu'elle me donne un moyen de faire quelque chose. On transmet le message. Merci beaucoup Jean. On vous embrasse, on vous souhaite un très très bon week-end. Et moi je vous présente mes meilleurs vœux aussi à tous. Meilleurs vœux, bien sûr. Au revoir Natacha. Au revoir Jean, merci beaucoup. Au revoir. Maud, là encore, je trouve que le témoignage de Jean est tout à fait intéressant. Il faut comprendre qu'avoir un chien, c'est un engagement. Il y a parfois des races de chiens qui subissent des modes, et ces modes font que ces chiens se retrouvent parfois abandonnés. Je pense notamment à tous ces chiens de berger, les bergers australiens, les border collie, qui sont des chiens magnifiques, mais qui ne correspondent pas à tout le monde. Exactement. Il y a aussi, en fait, Jean a raison, la génétique c'est une chose, mais l'environnement, la façon d'éduquer son chien, de se comporter avec lui, c'est vraiment majeur pour asseoir le comportement d'un chien. Donc ça aussi, il faut en être conscient. C'est-à-dire que même si le chien a des aptitudes, et c'est pour ça que ces chiens de berger qui sont très à la mode peuvent aussi être de parfaits chiens de compagnie si on s'en occupe correctement, si on leur donne... Mais ils n'ont pas forcément les mêmes besoins que d'autres races. Qu'un cavalier King Charles, par exemple, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chien de compagnie. C'est vrai qu'un chien de berger, il a besoin de se dépenser physiquement, donc d'avoir une activité physique intense, et mentalement aussi, parce que c'est des chiens qui sont faits pour garder les troupeaux, pour agir de façon tactique en entourant leurs troupeaux, en les conduisant d'un endroit à un autre là où doivent aller. Ce sont des intellectuels dans le monde des chiens. D'ailleurs, le border collie est la race la plus intelligente au monde, donc qui est capable de retenir le plus grand nombre de mots. Et c'est vraiment des chiens, si on ne leur donne pas cette activité mentale et physique dont ils ont besoin, ils peuvent conduire à ce qu'on appelle là des comportements gênants, pas des troubles du comportement, juste des comportements gênants qui expriment leur mal-être en fait. Donc ça, faut en être conscient. Mais après, si on leur donne le cadre de vie qui leur convient, ce sera. Mais si on habite dans un appartement ou même dans un pavillon, mais qu'on est absent du matin jusqu'au soir, eh bien, ce ne sont pas des chiens qui sont faits pour ce type de personnes, tout simplement. Non, absolument pas. Et là, il y a malheureusement quand même peu de chiens qui sont faits pour vivre dans ces conditions. Faut en être conscient. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être repenser son souhait. Oui, effectivement. Alors, dans votre ouvrage « Ma Bible de chiens », Maud, on découvre vraiment beaucoup de choses sur les chiens. Il y a des chiens étonnants. Je ne vais pas porter de jugement sur leur apparence, parce que ça appartient à chacun d'entre nous d'avoir son avis. Mais, par exemple, le chien chinois à crête ou le chien nu, ce sont des chiens particuliers. Comment est-ce qu'on peut imaginer des chiens sans poils ? Mais ça, c'est une mutation spontanée. C'est une mutation et que les éleveurs ont ensuite sélectionné et donc pérennisé, qui fait que le chien, effectivement, il a pas, c'est pas qu'il n'est pas entièrement sans poils. Il a un toupet, il a des poils au niveau de la queue et des pieds, mais il a une apparence de chien nu, comme le chat sphinx, qui est aussi un chat nu pour la même raison. Et bon, ça plaît pas. Ça a un avantage, c'est que c'est un chien qui est beaucoup moins allergénique que d'autres, parce que déjà il perd pas ses poils et il libère moins de protéines allergisantes. Donc ça, c'est un grand avantage. Par contre, il a besoin
d'un peu plus de protection en hiver, en été aussi parce qu'il peut prendre des coups de soleil. La sélection a conduit à des chiens complètement étonnants de par leur diversité et leurs caractéristiques. C'est vrai qu'on a le chocho qui présente une langue bleue, ce qui est assez original dans le monde canin. Alors ça, c'est lié à la répartition et à la présence de cellules pigmentaires dans sa langue. Après, il y a des légendes sur cette couleur qui renvoient au fait que le chien accompagnait les moines dans les moines bouddhistes, et il aurait suivi Bouddha qui peignait le ciel. Et il aurait léché des peintures, de la peinture qui tombait, ce qui aurait coloré sa langue. Et ce chien est étonnant pour plein d'autres choses, pour son apparence déjà, le fait qu'il possède pas le même nombre de dents que les autres. C'est un chien qui est très particulier. Et le monde canin est rempli de races comme ça, diverses et intéressantes. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Merci infiniment, Maud. C'était passionnant, ce récit sur les races de chiens. Merci beaucoup. Je reprécise le titre de votre ouvrage, Ma Bible des chiens, et je le montre même pour ceux qui nous suivent en vidéo sur nos réseaux sociaux, Ma Bible des chiens de Maud Lafont, et c'est aux éditions Le Duc Pratique.